Donc nous allons reprendre nos travaux. Donc je vais laisser la parole à notre collègue Thibaut Vélez, qui est aussi, comme vous le savez, notre trésorier et aussi un homme multifonction au sein de l'APE, parce qu'il s'occupe de plein de choses. Hein, heureusement qu'il est là pour les problèmes numériques, parce qu'avec les années, ça s'accumule. Je crois qu'on passe nos journées à régler des problèmes techniques. Donc heureusement qu'il est bien là. Donc il a bien voulu ce matin nous parler de la guerre des hommes. Les guerres de l'homme. Les guerres de l'homme. Oh là là, alors, les guerres de l'homme. Merci à tous. Alors ce qui est très particulier, c'est que en travaillant sur ce sujet des guerres de l'homme, j'ai cherché à présenter la diversité de l'homme dans son conflit. Et quand on parle de conflit, on parle évidemment de différentes notions. Je ne vais pas être très théorique, je vais préférer laisser mes notes de côté et vous parler plus spontanément. Les premiers conflits auxquels j'ai pensé, qui sont un petit peu intrinsèques à la nature humaine, sont les conflits intérieurs. Les conflits, pour certains, de l'âme, à une époque, qui sont devenus, au fur et à mesure des siècles, avec la pensée scientifique, la pensée de l'esprit. Donc le conflit psychique, dans toute sa diversité, dans toute sa structure. Et le conflit extérieur, qui est le conflit interpersonnel. Et du coup, dans cette diversité, ce qui m'a intéressé, c'était de questionner pourquoi le conflit pouvait devenir une guerre. Comment pouvait-on parler de guerre à l'intérieur, de guerre à l'extérieur ? Pour beaucoup, la notion de conflit intérieur est celle de l'indicible, de l'inconscient. Vaste sujet, d'autres collègues aborderont le sujet avec beaucoup plus de précision, de détails. Les quelques notions de psychopathologie ou même de psychiatrie sur la notion de conflit vont un peu au-delà des concepts de névrose, psychose, perversion. Celle du conflit en général, le conflit intérieur, celui qui est pas forcément accessible, qui pousse des comportements, des paroles, des comportements qui sont finalement pas tout de suite saisissables. La notion de conflit, elle intervient lorsque deux structures internes, pour ne pas reprendre celles typiquement freudiennes, des topiques freudiens, vont s'opposer. La volonté, le désir, la nature humaine au sens large propose du coup des interactions qui sont sujettes et sources de conflits internes. Ces conflits internes, je ne les catégoriserai pas exactement pour laisser une part d'interprétation clinique beaucoup plus vaste. Et en sortant de cette catégorisation, et du coup un petit peu des notions de maladie mentale, psychiatrique, en quoi la nature du sujet humain l'encourage à gérer ces conflits ? Pourquoi doit-on affronter ces conflits-là ? Alors le terme « affronter », il est vraiment dans une dualité. L'incapacité à réagir en fonction de certaines situations, de certaines paroles, de certains propos, d'interactions entre des groupes qui génèrent dans la personne et entre les groupes des incompatibilités et de fait une impossibilité de communication et de continuité dans les actions et la parole. Cette impossibilité de compatibilité et donc d'interaction, elle est multiple, aussi bien pour des paroles que des actes, aussi bien pour des faits que des gestes, pour des propos des fois très anciens, par exemple pour des textes religieux, ou pour des faits des fois très anciens. Regardons aujourd'hui la portée de l'esclavage d'il y a plusieurs siècles est encore présente aujourd'hui, aussi bien dans nos cultures que dans notre histoire. Tous ces actes, ces paroles ont des continuités. Et finalement, l'humain qui naît hérite quelque part de cette culture, de cette histoire, et est marqué dans son éducation, sa structure, son environnement, par des éléments de conflit. L'humain naît donc avec une histoire, une généalogie du conflit, et donc de la guerre. Le conflit intérieur n'est pas que celui du sujet vivant, elle est celui de son histoire qui le rattache à une civilisation, une ethnie, un groupe social. Une histoire, une culture, un lieu, une géographie, une situation sociale et économique, à travers l'histoire, parcourt et marque de manière définitive et de manière très prononcée la notion de conflit. L'incapacité à gérer une situation est finalement le fruit d'une histoire qui est multiple, qui n'est pas forcément linéaire. Et c'est cette difficulté, des fois, pour le sujet,
à saisir sa propre histoire dans sa propre singularité historique, sociale, économique, ethnique, religieuse, toutes les composantes d'une personnalité, qui fait que c'est là où c'est conflictuel. Vous allez me dire, c'est beaucoup de banalité. Mais la notion de conflit, finalement, enracinée dans l'individu. Il n'y a rien de nouveau dans cette histoire de conflit. Et la transformation du conflit en guerre est pour moi une continuité presque logique. Et finalement, il n'y a rien de logique dans ces histoires de conflit. Qu'est-ce qui fait qu'on trouve logique qu'un conflit se transforme en guerre ouverte, marquée, annoncée, lorsqu'une personne, par exemple une jeune fille, va refuser de s'alimenter car la perception qu'elle a de son propre corps est appropriée. La perception qu'elle a de son propre corps est marquée de manière singulière par une envie de ne pas manger. En quoi ce conflit se transforme en guerre pour elle, avec le monde extérieur et avec elle-même. Dans les processus typiques de pathologie, il y a toujours des réactions graduelles, aussi bien pour l'individu que pour l'environnement. Et quand je parle d'environnement, je parle famille, amis, proches, au sens large, en incluant les corps médicaux, paramédicaux qui peuvent intervenir dans les situations de maladie mentale aiguë. Le conflit se transforme en guerre ouverte lorsque l'individu ne peut plus évoluer avec son environnement. Et dans cette structure, qui devient pathologique, on va avoir un conflit qui se transforme en guerre lorsque le conflit devient aigu. Et la transition met parfois longtemps à venir. Des fois, de simples événements peuvent déclencher des situations de guerre. Lorsque le conflit, une incapacité à réagir à une situation, devient une guerre, je parle alors de singularité rompue. Lorsque un individu en situation un peu unique rompt avec cette situation et rentre en conflit, le comportement, les envies, les habitudes changent pour rentrer dans une situation de guerre. Au même titre qu'une situation diplomatique, au même titre qu'une situation économique, sociale, entre deux nations, entre deux ethnies, entre deux environnements différents, qui incluent des individus bien évidemment, rentre dans une situation d'incohérence, d'ingérence, on a alors une continuité en guerre. La guerre va rentrer pour moi dans une situation où les entités, les différentes entités, intrapsychiques ou interindividuelles, vont être systématiquement mis sous le feu de la rampe. Et c'est au moment de l'exposition du trouble, qu'il soit interétatique, intrapsychique, interinstitutionnel, va alors créer une situation ouverte et affichée. La conversion d'un conflit en guerre est pour moi une situation de transition toujours très importante, puisque finalement dans un accompagnement psychanalytique, la gestion préalable d'un conflit, une incapacité à gérer différentes situations, à interagir entre un désir et une réalité, entre une situation entre deux individus, et l'étape préalable à la gestion d'un conflit ouvert qui se transforme en guerre. Au même titre que l'humain, dans une situation de souffrance, qu'un groupe d'individus en situation de conflit et de souffrance ouvre un conflit ouvert pour une guerre, comme on a pu le voir à travers l'histoire, ces moments de transition sont tendus, toujours visibles. Aujourd'hui, on voit notamment dans des conflits très récents, où la modernité et les technologies nous permettent de savoir ce qui se passe quasiment en temps réel, on voit que les conversions entre conflits et guerres sont toujours des situations d'exposition. Ces situations d'exposition sont très particulières car c'est le moment de la transformation. Et où cette transformation, qui finalement est assez complexe, est une histoire de cristallisation. En quoi l'individu ou le groupe perçoit une cristallisation sur des éléments pivots qui vont permettre une transition dans une situation de conflit vers une situation ingérable. L'état de conflit, finalement, pourrait être situé sur une étape préliminaire à un cheminement un peu destructeur. Et c'est ma perception de ce cheminement-là, en tant qu'humain ayant subi des fois ces conflits et ces guerres, et en tant qu'analyste, accompagnant des personnes en situation de conflit ou de guerre, que l'on voit une différence entre la perception qu'un individu a lui-même, qu'il a sur sa singularité, et sur la rupture avec cette singularité, où quelque part la folie, avec des guillemets à folie, le saisit pour
l'accompagner sur un trajet très dangereux. Finalement, cette dangerosité-là, qu'elle soit le fruit d'une situation complexe, ou le fruit d'un désir inavoué, ou celle d'une situation traumatique, comme le disait Raphaël juste avant, est un état dans lequel il est possible de changer ces paradigmes-là en comprenant le cheminement. Les guerres sont toujours le fruit d'une séparation très complexe entre des réalités, des possibilités et des désirs et des envies. La frontière entre ces deux états est toujours l'espoir de lendemain meilleur, l'espoir d'une envie singulière, l'espoir de désir inavoué. Et du coup, cette dualité, cette complexité dans les envies, les désirs, le rapport à la réalité, le rapport au réel, est finalement quelque chose de saisissant pour l'individu. Comment passer d'une envie, d'un désir, d'une inspiration, à une aspiration réelle, à quelque chose qui est prenant, qui peut être accéléré, qui peut être obtenu. Finalement, la question de la guerre va être à peu près à ce niveau-là. Maintenant, je voudrais ouvrir un petit peu le débat et faire un échange par rapport à ça. Pas forcément question-réponse, mais si certains parmi d'entre vous ont des idées de quel type de situation peut être une cristallisation, un pivot pour un individu ou pour un groupe, quels seraient les premiers éléments qui vous viennent? J'évoquais tout à l'heure une situation d'anorexie. Est-ce qu'il y en a d'autres qui vous viennent? Oui? Je suis désolé, je reprends la parole, mais je pensais au narcotique anonyme avec qui j'avais travaillé. Et en fait, donc, des dépendants à des drogues où tout a échoué et qui se retrouvent dans ces communautés thérapeutiques dont on parle peu et qui ont d'excellents résultats. Mais on en parle peu parce qu'ils ne font pas de publicité, parce qu'ils ont des données confidentielles, ils sont anonymes. Mais j'avais constaté que cette notion d'espoir que tu nommais sur, finalement, il y a une perte d'espoir. Et comment on relie l'individu avec l'espérance de sa propre survie, l'espérance de sa projection, l'espérance au sens le plus large de sa survie. Eux, ils avaient une méthode que je trouvais intéressante, c'est qu'ils disaient un jour à la fois. Et je pense que cette notion d'un jour à la fois, dans des cas extrêmement désespérés, peut être quelque chose d'important parce qu'on peut voir ce qu'on a accompli dans une journée et c'est déjà énorme quand on est à ce niveau de déstress. Donc voilà, je soumets ça à réflexion, un jour à la fois. Alors, c'est vrai que moi j'étais orienté sur qu'est-ce qui amène justement à cette cristallisation. Là, quelqu'un qui est dans une situation d'addiction, qu'il ne traite pas et qui du coup subit cette addiction jusque dans les derniers recoins de son individu. Le processus d'étape par étape, effectivement, est un des processus qui permet une restauration d'un discours, finalement d'une possibilité de désir. Comment je peux désirer pour retourner dans une situation de gestion du dialogue intérieur ou du dialogue intergroupe ou à l'intérieur d'un groupe, effectivement, est une situation intéressante. Je vous proposerai l'exemple d'un monsieur que j'accompagnais il y a quelque temps qui avait une peine profonde et qui était, lui, sur son pivot, sur une dépression aiguë, sur laquelle la capacité de désirer était marquée. Cette capacité de désirer, elle se cristallisait sur un aspect très simple, une absence de goût, qui fait partie des symptômes clés dans le cas de dépression un peu lourde, où on ne peut plus désirer, il n'y a plus d'espoir. La capacité à désirer crée dans le conflit avec soi-même, une guerre ouverte parfois destructrice, notamment dans la dépression. Et les processus dépressifs peuvent créer des boucles saisissantes. Mais dans le cadre de cette situation clinique en particulier, l'absence de désir se manifestait par une volonté réelle de perfection dans tout. Et il est impossible de désirer la perfection quand on n'a plus de désir pour le reste. Et son unique symptôme était une envie de perfection systématique, sans aucun désir d'avancer. Et désirer, excusez-moi l'image, la lune, sans être capable de monter sur un tabouret, je vous assure que c'est très compliqué d'accès. Donc cette boucle-là, elle s'est activée
sur son histoire de vie particulière, spécifique, singulière quelque part. Et comme l'évoquait Raphaël, la cristallisation dans la situation des narcotiques anonymes, elle est très variable aussi. Mais le cheminement qui amène un conflit ouvert, dans une guerre lourde, prenante, saisissante, est parfois sinueux et peut être très simple. Et dans le cas de ma situation clinique, il y avait cet homme qui avait, du jour au lendemain, arrêté, juste qu'il n'avait plus envie. Le seul symptôme, du moins qu'il évoquait à l'oral avec moi en séance, était cette incapacité de vouloir faire quelque chose. Et il était devenu un homme qui vivait très peu, qui hésitait entre travail et télé. Finalement, c'est ça aussi, l'absence de symptômes qui permettait de saisir finalement le peu de singularité qui lui restait. Ce qui a été important dans cette situation clinique, ça a été comment est-ce qu'on a ramené finalement le dialogue à la souffrance dans cette histoire de guerre. Ces guerres qui sont si vastes pour chaque individu, hommes et femmes, quel que soit l'âge et la situation, c'était de rapporter l'histoire. Et la psychanalyse a aidé en associant les histoires qui faisaient partie de sa vie à revenir sur quels étaient ses désirs, ses envies. Et finalement, en parallèle avec un médecin, de pouvoir ramener un dialogue. Le dialogue est venu par, justement, quel sens donnez-vous à ce que vous faites, ce que vous avez envie de faire. Finalement, c'est le dialogue entre lui et son espoir qui amène quelque chose qui a du sens pour lui. La complexité à laquelle je fais souvent face dans ces situations de conflit, surtout les conflits intrapsychiques, sont les histoires que l'on se raconte, les fausses histoires que l'on se raconte. Et du coup, la perception que l'on a d'une situation, qui entraîne souvent des guerres psychiques, sont celles de la manière dont on se narre une histoire. La manière de communiquer avec autrui est aussi saisissante que la manière de communiquer avec soi. Et la plupart du travail que je réalise avec les personnes que j'accompagne sont de travailler sur les histoires que l'on perçoit et que l'on se fait. En début de présentation, je vous évoquais l'importance de l'histoire pour chaque sujet, qui finalement ne naît pas neutre, naît avec une histoire. Donc le dialogue et le lien avec ces histoires que l'on nous donne, que l'on vit, est finalement primordial pour moi dans la clinique que je développe, qui est celle de la clinique du sens, quelque part. Retrouver le sens dans des histoires conflictuelles que l'on porte parfois malgré soi et que l'on développe après par notre vie intérieure, vie extérieure, et qui enrichit un système. Cet enrichissement, on pourrait l'appeler identité, puisque notre identité est multiple. Et le dialogue entre ces entités, ces différentes identités, peuvent nous permettre d'avancer. Et reprendre le fil de ces dialogues, de ces histoires, permet une progression, avec un intérêt parfois très ponctuel, très limité, très parcimonieuse. Et en ramenant du dialogue, en reprenant le fil de l'histoire, on comprend, je pense, un peu mieux ce qui se fait. Les histoires de conflits sont, à mon humble avis, éternelles. Il n'y aura jamais d'humanité sans conflit. L'humanité sans guerre est possible quand le dialogue passe, quand le dialogue fonctionne. La réussite d'une communication, l'interaction entre deux systèmes humains, entre deux systèmes internes, entre différents systèmes, comme des groupes, est finalement une des clés de base qui permettent au conflit de rester circulaire, sans forcément s'activer, et créer des guerres ouvertes, destructrices, aussi bien humaines que psychiques. Merci beaucoup. Merci. Vous avez peut-être encore des questions à poser. Oui, Tristan. Oui, je voulais aborder un point qui est une constante en fait, et puis avoir votre point de vue à vous tous. C'est le fait, par exemple, dans des situations de crise financière et autres, on peut avoir avec des humains sans symptômes apparents l'idée qu'on recherche, tant d'un point de vue psychologie individuelle que psychologie sociale, on recherche à l'extérieur la guerre pour pacifier et retrouver une cohésion de toutes les parties à l'intérieur, en fait.
Vous pouvez répéter votre dernière phrase, s'il vous plaît? Donc on recherche à l'extérieur la guerre pour pacifier et retrouver une cohésion de toutes les parties à l'intérieur. Donc c'est valable au plan individuel. On recherche la guerre pour se pacifier à l'intérieur et se retrouver aligné et se retrouver apaisé, sécurisé. Et c'est valable aussi à l'échelle d'une nation, par exemple, on va dire, on va aller rechercher à l'extérieur la guerre, notamment en cas de crise financière, on va trouver un bouc émissaire, on va dire, et puis du coup, on se rend compte que le fait de créer la guerre et trouver un mauvais, un autre, un ennemi, etc., en fait, c'est un peu le rassemblement à l'intérieur et, comment on a appelé ça encore avant, je ne sais plus comment ça s'appelait, mais bon, enfin bref, on met la concorde à l'intérieur du pays. Ça pourrait être décrit comme un effet pervers, c'est se trouver un ennemi commun pour se rallier ensemble et aller vers une nouvelle cohérence, une concorde, comme vous dites. Pour moi, je le perçois avec un jugement de valeur comme étant un des effets pervers de cette réorganisation. Donc lorsqu'un État rentre en guerre pour se rallier à l'intérieur, effectivement, ça a un effet un peu destructeur. Ramener une situation de crise à un conflit, ce que j'appelle la conflit circulaire, c'est-à-dire une parole ou des actions qui permettent un dialogue. Par exemple, actuellement, nous vivons des grèves en octobre 2022. Lorsque le dialogue est ouvert, l'abandon des grèves peut avoir lieu pour qu'un système puisse circuler. Lorsque vous n'avez pas de parole, lorsque vous n'avez pas d'actes, là on jouxte vraiment entre les deux parce que dans des mouvements sociaux, des fois des actes sont attendus en plus de paroles, donc c'est un peu juste. Mais effectivement, trouver une tierce personne comme bouc émissaire qui évite du coup de faire circuler la parole à nouveau sur les bons sujets est une diversion. Donc il y a effectivement un effet, pervers dans cette situation, et on est sur une régression. Donc effectivement, lorsque plusieurs systèmes cohabitent, la diversion est aussi une situation de gestion de conflit. Et une gestion de conflit qui va être un peu inadaptée. Est-ce que je réponds correctement ou... Alors, oui. Ce qui est une notion de temps, dans ce que dit Tristan, c'est que ça peut être bénéfique, entre guillemets, au rassemblement intérieur à court terme, sauf qu'à long terme, il y a cet effet pervers qui fait que c'est pas une solution viable. Tout à fait. Et ce que vous dites, oui, tout à fait. Et vous avez d'autant plus raison qu'il est plus facile de créer des ruptures, de créer avec des boucs émissaires, de créer d'autres conflits, plutôt que réparer un conflit. Le conflit est beaucoup plus simple à générer qu'à gérer. Et donc, la gestion, j'ai l'impression que dans notre modernité à nous, on a cette espèce d'intérêt au conflit pour créer une suranimosité. Et donc le conflit du conflit a un intérêt que je qualifierais de pervers, mais ça c'est un jugement de valeur qui est humain, qui est ma perception morale, politique et philosophique des situations que vous décrivez. Mais effectivement, dans la modernité, j'y vois aussi bien temporairement gérer une situation de crise pour un aspect positif. Tout à fait. Je pense que c'est important, effectivement. On a souvent une vision dualiste et on a tendance effectivement à regarder le conflit sur son aspect négatif. Et je vous invite à regarder, c'est un petit ouvrage d'un sociologue allemand, c'est Georg Simmel. C'est un petit ouvrage qui s'appelle Le conflit, c'est une centaine de pages. Et en fait, il dit globalement, il dit que le conflit, en fait, engendre des relations, est créateur de relations sociales. Donc, quand vous regardez les guerres entre nations, entre clans, ça crée des liens, ça crée du métissage. Vous regardez la guerre des Gaules, on en vient aussi à partager des cultures. Donc les cultures, cet animal se transforment, elles évoluent. Donc c'est le paradoxe. Je reviendrai aussi là-dessus cet après-midi. Il y a une célèbre citation de Héraclite. Héraclite, c'est le penseur grec du paradoxe. La phrase est très simple. Mourir de vie, vivre de mort. Il dit voilà, en gros, la vie de Sapiens. On est des prédateurs, on tue. Et on a besoin de tuer pour vivre. On tue des animaux, des végétaux, on a besoin
de cette pulsion de mort pour pouvoir assurer la vie, et en même temps la vie nous consume. Le fait de vivre nous use, nous fatigue et nous conduit à la mort. Donc, énorme paradoxe. Et effectivement, le conflit est déjà là. Il est déjà dans ce paradoxe, je dirais, existentiel. Le fait qu'on doit, et c'est aussi la psychanalyse nous invite, bien évidemment, à penser le paradoxe, et certainement, à mon sens, à nous extirper d'une vision malheureusement trop cartésienne. Et ça, c'est notre éducation qui nous pousse à vouloir trop trancher, trop vouloir opposer, effectivement, je dirais, la guerre et la paix. Alors que finalement, ce sont les deux facettes d'une même pièce, une pièce qui reste complexe, mais en tout cas, effectivement, notre psychisme, et tu l'as bien rappelé, et sans le conflit, il n'y a pas de vie. Donc le conflit est aussi générateur du vivant. La question, je crois que c'est comment on gère, finalement, qu'est-ce qu'on fait pour essayer de faire en sorte que ça n'implose pas. C'est ça qu'on essaye de faire. Quelque part, la guerre, on ne peut pas l'éviter. Elle est intrinsèquement liée à sapiens, à notre espèce. On est des prédateurs absolus. Mais en même temps, on est aussi, certainement, c'est aussi le débat qu'il y a eu dans le mouvement psychanalytique, où Freud à la fin de sa vie, il avait une vision très pessimiste. Il était du côté de Hobbes. L'homme est un loup pour l'homme, on est foutu. L'homme veut la guerre perpétuelle. Voilà la posture de Freud. On n'y échappe pas, le seul moyen d'y échapper, c'est de le contraindre, c'est un état fort, un état puissant, et une psychanalyse bien sûr derrière, parce qu'il faut que tout le monde, tous les humains s'allongent sur le divan pour les empêcher de trop nourrir ce conflit, ce désir-là. Et puis de l'autre côté, on a les freudo-marxistes, on a l'école d'Otto Gross, de Reich, qui disent que non, c'est un effet pervers, et que la guerre, c'est un effet culturel, et qu'on peut agir pour empêcher, en tout cas, des dérives. Donc ça aussi, ça peut être intéressant. Hein. On est de toute façon dans un débat qui est sans fin, j'ai envie de dire. Et c'est ça aussi qui est intéressant. La psychanalyse permet ce débat-là. Et on sait qu'entre les différentes écoles, effectivement, on n'a pas le même point de vue sur la question de la guerre et de la paix. Hein. Donc, mais voilà, chacun, bien sûr, est libre d'adopter le point de vue. Hein. En tout cas, ayant bien conscience que pour Freud, la pulsion de mort, elle est biologique et que de toute façon, on ne peut rien y faire, et que pour d'autres, cette pulsion de mort, elle est aussi culturelle et qu'on peut justement travailler dessus. Voilà. Alors peut-être que je crois qu'il est l'heure d'aller donc dans notre cher restaurant thaïlandais. Donc ça s'appelle